Oui, alors ce premier jour était, je crois que ça marque, enfin, tous les premiers jours, je pense, représentent pour les ethnologues ou un rendez-vous raté, ou on tombe amoureux. Enfin, c'est le coup de foudre. Et j'aime beaucoup Bernard Juéra, qui était au laboratoire d'anthropologie sociale, qui est devenu un grand ami aussi. Quelle chance, enfin des personnes remarquables. Il avait écrit, lui, sur ses premiers jours de terrain, où il disait que, oui, il se disait qu'il était bête comme un amoureux, quoi. Et qui voulait se présenter comme on se présente les premières fois, avec un idéal, enfin, voilà, romantique, etc., choisissant bien ses mots. Et moi, j'avais fait la même chose. Sauf que ça c'est pas tombé dans les mêmes oreilles, on va dire. Et puis déjà, j'étais une femme. Alors j'étais en jean avec des Rangers de jungle américaine, les cheveux très courts, ils n'avaient jamais vu ça. Je fumais des cigarettes. Là, j'ai vite compris que ça posait de gros soucis. Là. Je les interpellais, on va dire. Et en fait, très vite, j'ai réalisé qu'ils étaient vraiment dans le processus de missionnarisation qu'exerçait l'Église évangélique de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qu'on retrouve maintenant au Brésil, qu'on retrouve bien sûr aux États-Unis, etc., et en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui avait vraiment le monopole sur les avions, les écoles, les infirmeries, les hôpitaux. C'est eux qui détenaient tout. C'était incroyable. Et en fait, ça s'est révélé très rapidement, cette évangélisation à mon égard, dans la mesure où, bon, ben voilà, comme m'avait appris à le faire Condominas ou enfin, tous ces grands chercheurs, enfin, Maurice Godelier, enfin tout le monde, c'était de faire des plans démaisonnés, de faire comme ça les généalogies, de relever les prénoms des cochons, de faire ci, de faire ça. Parce que ça aussi, c'était le temps long d'un ethnologue, c'est aussi éprouver la vie sous toutes ses formes dans la durée aussi. Et donc, il faut accompagner ces êtres qui vous entourent sur le plus long terme possible pour aussi voir ce qui relève du symbolique ou pas, de l'accident ou de l'événement. Et ça, c'est ce dont a beaucoup contribué quand même Maurice Godelier, qui nous apprenait il fallait compter le nombre de patates douces qu'il y avait dans une montagne, ce qu'on appelle une petite butte, comme maintenant en permaculture. Et il nous demandait de compter le nombre de patates douces, enfin, d'être dans la matière quand même. Hein. On n'était pas Et ça, c'est très utile en fait, surtout au début, parce que ça nous permet, c'est une belle rentrée dans le monde que l'on va découvrir. D'autant que pour moi, c'était déraciné, épiphyte. J'allais m'enraciner assez longuement, donc 3 ans avec les Cassois, chez les Cassois, dans cette forêt que je ne connaissais pas. Et donc, voilà, déjà visualiser les humains, donc je m'arrêtais
Donc le village Mouzoula a été créé suite à la piste d'atterrissage que les Cassois ont ouvert eux-mêmes. Et à la missionnarisation, donc il y avait une église, et tous les clans avaient construit, alors il y avait l'énorme, ce qu'on appelle les grandes résidences. Il y en avait une très grande qui réunissait les deux clans fondateurs, les propriétaires, ils ont que usufruit, maître des lieux. Et les autres avaient des moyennes résidences, mais pour chaque clan. Et en fait, c'était déjà très intéressant parce qu'ils reproduisaient exactement la distribution spatiale de leur territoire clanique, du mont Bozavi, du cône, jusque dans le sud. Donc en fait, on retrouvait dans l'espace du village le clan qui était là, on retrouvait exactement la même distribution spatiale. Donc ça, c'est formidable pour l'ethnologue. Donc voilà, je faisais mes dessins, etc. Et je m'étais acheté un mètre de géomètre de 100 mètres. Alors, ah oui, comment atterrir, quoi. Et par les chiffres, en fait. Et voilà, donc petit à petit, voilà, je fais la description spatiale, etc. J'apprends les noms, les prénoms, bonjour, au revoir. Bon, ça y est, ça commence les enfants, tout de suite, s'arrêtent de me parler quand ils rentrent de l'école. Et puis un jour, je décide de me lancer dans les généalogies. Donc j'avais toutes les maisons, je savais quel clan était qui, leur nom, ce que cela signifiait, clan pour le serpent, ils avaient beaucoup de noms, ou d'arbres, ou de rivières, ou d'animaux comme nom de clanique. Et donc maintenant je voulais rentrer en profondeur. Et la première journée, les Cassois étaient excités à l'idée de me faire leur arbre généalogique. Et c'était la descendante de Françoise Héritier qui m'avait donné ce tuyau pour faire de la parenté. Elle m'avait dit, achète-toi un rouleau d'imprimeur. Comme ça, tu fais ta généalogie et tu déroules. Et donc voilà, on s'y met, les Cassois sont excités, etc. Entre les chiens, les ci, les ça, et ça se passe très bien, je suis aux anges, vraiment aux anges. Et voilà, et je me dis, ça y est, demain, ça va être pareil, après-demain. Et en fait, dès le lendemain, je rentre dans une autre maison pour me lancer dans la généalogie de ses occupants. Et là, silence. Je dis, mais pourquoi vous ne me parlez plus Ah, on peut pas, on n'a pas le droit. Alors là, c'est les enfants qui parlaient, parce que les Cassois ne parlaient pas pidgin. Et je dis, comment ça, on n'a pas le droit, vous n'avez pas le droit et les enfants me disent, non, le pasteur a interdit que tu parles des ancêtres, des morts, etc. Donc, tu n'as pas le droit de mener tes enquêtes. Alors là, je sais pas, là peut-être j'exagère, mais c'était au bout d'une semaine, quoi. J'avais, qu'est-ce que je vais faire. Et bon, et là, je vois que vraiment les Cassois avaient changé, ils n'étaient plus du tout loquaces, il y avait que les enfants qui s'arrêtaient. Mais sinon, oui, ils étaient plus loquaces. Par contre, ils allaient tout le temps à l'église. Et c'était une trompe qui était faite avec un truc pour déboucher les toilettes. Un truc en bambou avec ce déboucheur. Et le pasteur faisait... Alors, une fois, c'est vous vous levez, vous vous lavez, vous venez travailler. Voilà. Et donc, il organisait la vie des Cassois. Et là, je commence à m'effondrer, là. Je suis... Et mon compagnon
tous les soirs me dit « Bon, c'est ici que tu veux rester ?» Comment te dire je ne sais pas. Et j'avais pas de plan de secours. Hein. Il faut que j'aille encore plus loin que loin. Et puis, bon, alors je commence à agir et me mettre sur la piste d'atterrissage avec plein de cartes sur l'herbe et en essayant d'attirer le plus de monde possible et en leur faisant comprendre que j'étais en train de chercher un autre lieu et que si ils ne voulaient pas me parler, j'allais aller beaucoup plus loin là et qu'ils allaient m'attendre, voilà, que j'étais attendue ailleurs, etc. Ah, et ça commençait à... Il y avait quelque chose qui se déclenchait quand même. Ils étaient là, ah mais si on la perd, quand même, d'avoir 2 blancs là, en plus des missionnaires, c'est pas... Enfin, mais moi c'était une tragédie. Là. Et bon, et pour pas tomber en totale dépression, je me suis dit, bon, bah, qu'importe, je vais faire une collection de papillons. Voilà. Alors, me voilà en train de confectionner un filet de papillons avec la moustiquaire, avec du rotin, etc. Pourquoi papillons? J'aurais pu faire les insectes, papillons. Et je me baladais partout, dans les jardins, alors qu'il y a la vipère mortelle quand même, mais bon. Et j'adorais, ce que j'adorais, c'est d'aller près de la rivière du pasteur, que je détestais. C'était un dictateur. Non, mais vraiment, un dictateur. Ah, il avait des yeux, en plus, l'enfer. Vraiment méchant, terrible. Et donc, voilà, je fais ma collection de papillons, je dessine mes papillons, etc. Et je mène mon enquête. Je demande au cassois, bon, alors, ce papillon... alors, il y en a qui sont absolument sublimes, c'est des oiseaux de paradis. Hein, Et toutes les couleurs, enfin, ça, c'était absolument extraordinaire. Et c'est à chaque fois Apolacea, Apolacea... Et ce turquoise, Apolacea. Bon. Non, mais lui, il est jaune, Apolacea. 100 papillons, Apolacea. 150 papillons, Apolacea. Alors, je me dis, bon, tu vas prendre des papillons de nuit. Apolacea. C'est pas vrai. Ma première enquête sur les taxonomies des papillons. Je découvrais que ma collection de 250 spécimens se résumait à un terme, un taxon et un unique et ultime Apolacea. Mais je trouve ça très beau, hein, ça, ce côté italien, Apolacea. D'ailleurs, mon mari s'appelle homme à papillon, parce que les papillons viennent toujours se mettre sur lui. Donc là, c'est l'échec total. Et le temps passe, et le temps passe, et le temps passe sans moi. Voilà, on va chercher quand même à manger, donc on dépense une fortune en avion, etc. Les missionnaires là-bas nous créent beaucoup de problèmes à Mendy. Et chez les Cassois, ça commence vraiment à aller très très mal. Bon, il n'y avait plus de médecin, enfin, l'infirmier n'avait plus de médicaments, donc je me suis transformée en médecin. Pour un oui, pour un non, on m'appelait pour soigner des blessures. C'est la première fois où j'ai... Alors ça, c'est bien d'être partie en cargo, parce que le médecin de bord m'a appris à recoudre, à faire des points de suture, etc. Et là... La première cicatrice que j'ai réalisée, c'était une enfant de 5 ans. Et mais j'avais plus peur qu'elle, quoi. Je tremblais, et elle, pas un mot. Elle ne pleurait pas, rien. Je mettais l'aiguille, rien, pas un mot. Et j'ai pu comme ça lui... J'ai dit, tiens, il faut réfléchir là-dessus quand même. Et bon, et après, c'était les accouchements. J'ai dû aider les femmes à accoucher. Enfin, j'ai tout fait. Et
Et arrive un moment où, bon, alors ça y est, quand même, les Cassois, ils commencent à nous accepter, à nous intégrer. On leur parle beaucoup. Bon, moi, je commence à apprendre leur langue. Je note tout ce que je trouve. Je demande le nom de toutes les plantes, de tout. Je demande le nom de tout. Et d'un seul coup, ce monde commence à prendre forme. Et aussi sonorité. Hein, c'est vrai de découvrir les sonorités, beaucoup de choses en A. C'est très, très, très belle langue. Alors que le kaluli, qui est plus connu, c'est à ton, donc c'est un peu japonais. Et là, les Cassois, ils ont une langue très douce. Donc en fait, le monde quand même commençait à prendre forme, là, les êtres, etc. Je commençais à les reconnaître, les palmiers, les scies. J'allais toujours pas en forêt, hein. J'avais le droit d'aller dans les cascades, etc. Mais pas, ils ne voulaient pas que je rentre en forêt. Et ce qui était très étrange, c'est que c'était une période où je rêvais tout le temps de la mort de mes proches. Ma grand-mère, mon grand-père, mon père, ma mère, tout le monde mourait. Et c'était très étrange. Toujours, c'était les mêmes scènes qui se répétaient. Et en même temps, je découvrais l'omnipotence de la décomposition. Dire qu'au bout de 6 mois, mes bouquins, ils étaient perforés par les insectes, mes habits, il y avait des champignons partout et déchirés. Donc tout pourrissait. Audrey Cour m'avait offert son yashica, son réflexe, plein de champignons partout. Enfin, c'était tout se décomposé. Et moi, j'avais du mal quand même à me composer en tant qu'ethnologue. Les portes se fermaient et j'étais pas venue travailler sur la missionnarisation des Cassois. Et le problème, c'est que j'ai commencé à parler des esprits de la forêt. Comme je connaissais très bien les cosmologies de tous les voisins, etc., donc je connaissais les noms en kaluli. Et en fait, j'ai appris que les Cassois étaient originaires pour plus de 90% des Kaluli, donc je passais par les Kaluli pour arriver chez les Cassois, etc. Enfin, je commençais à trouver des subterfuges pour amener les Cassois à parler, à ne plus avoir peur de me parler. Et en fait, le pasteur leur avait dit que si ils prononçaient le nom de leurs ancêtres, le nom de leurs rituels, le nom des esprits, etc., ben, ils allaient tous mourir. Et ils avaient organisé un autodafé où, comme ils n'ont pas de production artistique, enfin de sculpture, des choses qui perdurent, à part ces colliers, ces kinachels, tout est l'éphémère chez eux. Tout se décompose et se recompose. Enfin, c'est une société de l'éphémère, comme dirait Serge Bahuchet, travaille chez Pygmée. Et donc, comme il n'y avait rien à brûler, à part les tambours à sablier, ben, ils ont invité les Cassois à brûler les noms. Donc, les chamans prononçaient le nom de leur femme esprit ou de leur mari esprit. Les autres êtres d'exception prononçaient le nom de leurs enfants esprits, enfin hybrides. Et là, d'un seul coup, ils devenaient aveugles, ils ne les voyaient plus. Et à chaque fois, les missionnaires leur disaient, si vous reprononcez ces mots, vous allez mourir, Jésus va revenir, ça va être l'Apocalypse, etc., etc. Et ils les tenaient comme ça, et ils répétaient ça tous les dimanches, c'était la grande messe de l'Apocalypse. Ben, on était en 94, hein, ça commençait à venir, et il y avait des missionnaires américains, donc des Summer Institute Linguists, ceux qui traduisent les langues, où je me suis dit, bon, on va se faire allier quand même, leur fille... qui n'avait pas le droit de fréquenter les Papous, les Cassois, elle avait quand même droit de me fréquenter, et elle s'était prise de passion aussi pour les papillons. Donc, tous les jours, j'avais mon rendez-vous avec la fille du missionnaire. Alors, t'as quoi dans ta collection? Super l'ethnologie.
Et un jour, je l'attends et elle vient pas, elle vient pas. Bon, alors eux, ils habitaient vraiment sur la piste d'atterrissage, hein. Et nous, on allait bientôt déménager dans la forêt. Et donc je vais vers elle et elle me raconte que ses parents lui ont interdit de venir chez moi parce que je fumais, que c'était satanique, etc., etc. Et que, donc, il fallait plus qu'elle me fréquente. Et là, les Cassois, il y avait une cérémonie de mariage avec la danse traditionnelle, etc. Là encore, l'Américain est intervenu en disant que les danseurs étaient sataniques, qu'ils allaient damner. Et donc le lendemain, le pasteur les a exclus du village. Mais vraiment châtiés, c'est exclus. Ils sont venus pleurer chez moi, bien sûr. Et ils voulaient absolument que je parte avec eux, vu que j'étais dans l'eau. Et ce qui allait arriver très vite, parce qu'en fait, les missionnaires m'ont fait un procès pour m'exclure. Mais vraiment m'exclure. Donc j'ai été accusée de plusieurs crimes. Alors, 2 tentatives de meurtre sur Pasteur. Thierry, mais c'était pas drôle. Donc, aussi que j'avais blasphémé parce qu'avec les enfants, j'avais montré qu'on pouvait lire des visages dans les nuages et que ça prenait des formes d'esprit et qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, et c'était Dieu, il n'y avait pas d'esprit, etc. Donc j'étais hérétique. Et là, il y avait toute la bourgeoisie missionnaire, quoi. Hein, c'est-à-dire les instituteurs, le pasteur, sa femme, ses esclaves, et les Cassois, mais silencieux, qui ne me défendaient pas. C'était terrible. Et donc, fort de toutes ces accusations, bien sûr, pour chaque chef, je me défends. J'essaye de trouver du soutien des Cassois, rien. Alors là, ça monte. Hein. Et ils me disent, bon, ben, tu vas devoir payer. Ils me sortent une somme exubérante. Et je lui dis, mais écoutez, je me suis défendu, vous n'avez rien contre moi. Non. Pas question que je vous paye quoi que ce soit. Et il me dit, mais si, tu ne crois pas si bien dire. Non seulement là, on t'a condamné, mais on va t'amener au centre missionnaire de la province, où tu vas avoir un autre procès avec les chefs de la mission néo-zélandais, etc., etc. Et là, j'ai cru que mon monde allait s'effondrer. Et là, ils interpellaient pas du tout Michel, rien. C'était que moi qui étais pris pour cible. Et là, je me dis, bon, il faut que je fasse quelque chose. Là. C'était ma vie qui... J'avais déjà passé 6 mois, je ne pouvais pas repartir sur un autre terrain. Et surtout que les Cassois m'avaient quand même donné des informations ils étaient vraiment intelligents, quoi. Sur le rituel initiatique, l'homosexualité, etc. Enfin, j'étais là, je vais avoir une thèse géniale. Ça va faire plaisir à Godelier. Donc j'avais vraiment je me disais, ah ouais, non, c'est the place where to be, tu vois. Et d'un seul coup, j'étais prise je sais pas, de sursaut, et j'avais mon passeport sur moi, parce qu'on m'avait dit, prends tes papiers, etc. Je ne savais pas que m'attendait un procès quand on est venu me chercher. Et là, à l'époque, les visas, il y avait le nom des tribus où tu travaillais, avec le truc de l'université Papou, etc., etc. Et moi, j'avais le droit d'étudier et les Kaloulis et les Cassois. Et le pasteur, complètement fou, était un Kalouli.
Et alors là, je lui montre mon passeport, je montre mon passeport à tous les missionnaires, etc. Je dis, vous voyez, c'est l'État papou qui me donne l'autorisation de venir vous étudier. Hein? Mais il n'y a pas que l'État papou, vous avez vu, il y a aussi un tampon australien. Ah, mais vous avez vu, il y a aussi un tampon français. Ça fait beaucoup quand même. Et là, j'ai arrêté de parler pidgin, parce que les missionnaires parlaient que pidgin, mais pas l'anglais. J'ai décidé de parler l'anglais. Et je leur ai dit, alors maintenant, vous m'avez traîné dans la boue, vous m'avez accusé de ces crimes, etc. Très bien. Ben maintenant, je vous accuse pour diffamation. Et on va aller à la capitale. Parce que moi, je ne relève pas de votre petite mission, je relève de l'État papou. Donc, vous allez m'accompagner à la capitale, et moi, je vais vous réclamer, et là, je sors une somme complètement exorbitante, mais pour les papous, c'est normal. Hein. Donc, une somme exorbitante, et là, silence. Silence. Les missionnaires, là, qu'ils avaient leur petit cahier avec marqué petit 1, petit 2, tac, 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 tac. Et moi, je rentre à la maison, et là, d'un seul coup, tous les Kassois qui commencent à arriver, à pleurer, je pleurais, donc ils pleurent avec moi, et vous rigolez ou quoi, là? Vous pleurez, et vous m'avez laissée toute seule, vous m'avez abandonnée. Et là, je pars, j'étais furieuse, en colère, je décide de partir sur la montagne, dans la forêt, pour crier mes larmes. Et avant que je parte, parce que c'est vrai que je ne savais pas ce que j'allais faire, mais je crois que mon compagnon avait compris que bon, c'était allé trop loin tout ça. Et il me dit, il faut que tu transformes tout cela en beau maintenant. Et il me laisse partir. Et là, je vais en haut de la montagne, et bien sûr c'était magnifique. Et je prends la décision de rester et de transformer mon ethnographie en beau. Et bien sûr, les Kassois m'avaient suivi parce qu'il n'était pas question quand même qu'ils m'abandonnent du tout. Et je vois là, qui sort de la forêt, qui sort comme des petits lutins, tu sais, qui sort partout et tout, parce qu'ils me voyaient redescendre. Et il dit, tu restes avec nous. Je dis, je vais essayer. Et alors là, ils étaient en effervescence, et ils me ramènent chez moi, et je leur dis, bon, mais il va falloir être un peu plus courageux quand même, hein, vous n'allez pas me faire vivre ça. Et du fait que j'ai gagné, j'avais pris le pouvoir quelque part, c'était horrible, mais le pouvoir sur les missionnaires. Mais j'ai été bouleversée, j'ai vraiment déstabilisé. C'est pas du tout. Alors là, quand je pensais à Bernard Juéra, c'était loin d'être coup de foudre, quoi. Hein. Là, je suis tombée sur des hystériques. Enfin, c'était pathologique là où j'étais avec les missionnaires. Mais tout a changé après, finalement, ce procès. Et les portes se sont ouvertes petit à petit, et j'ai pu enfin découvrir leur monde, qui était verrouillé par la peur et par la terreur. Parce que vraiment, c'était un dictateur, c'était vraiment un dictateur, le pasteur. Et je reçois une lettre de Descola, parce que à cette époque on écrivait, hein, on n'avait pas de téléphone, on n'avait rien, et à qui j'avais exprimé tout mon désarroi, etc. Et puis il me dit que je connais ce qu'il a connu, qu'on veut toujours aller plus loin, que les missionnaires arrivent toujours avant les ethnologues, mais que j'étais sur le bon chemin. Poursuite à voix.